Et si ce que l'on considère généralement comme immoral en politique, ce n'était pas une simple faille, mais bel et bien une stratégie. C'est cette perspective assez audacieuse qu'on va explorer aujourd'hui. Une vision où le pouvoir, il aurait sa propre morale. Voilà la question qui est vraiment au cœur de notre analyse. C'est un dilemme, un vrai, qui vient un peu bousculer tout ce qu'on croit savoir sur l'éthique et le monde politique. Alors, cette perspective, elle nous vient de la cellule africaine de gouvernance grand impact. C'est ce groupe qui propose une vision, disons, pragmatique, voire un peu dérangeante, de la façon dont le pouvoir s'exerce. L'idée centrale, c'est la suivante. Et si ces actions, qu'on voit comme des failles morales, étaient en réalité des instruments calculés, utilisés pour atteindre des objectifs politiques bien précis? Pour comprendre cette vision, il faut partir d'un postulat de base très simple. La politique, ce n'est pas un débat d'idées. C'est un combat. Une véritable arène où seul l'invaincu peut rester au sommet. Et ça, bien sûr, ça exige une stratégie constante et parfois impitoyable. Bon, abordons un premier sujet qui fâche, le favoritisme. Est-ce que c'est toujours une injustice pure et simple, ou est-ce que ça peut parfois servir un objectif plus grand dans cette logique de conquête et de conservation du pouvoir? Et c'est là que toute la tension apparaît. D'un côté, il y a la perception populaire, la nôtre. Le favoritisme, c'est de l'injustice, de la corruption, de l'inégalité, point. Mais de l'autre, il y a cette vision stratégique qui dit « Attendez, c'est un outil pour acheter la paix, pour garantir la stabilité et même pour être efficace. » D'après cette vision, le favoritisme, ce n'est pas juste une récompense pour les copains. Non, c'est un outil pour solidifier son pouvoir. Par exemple, en neutralisant des menaces. On donne des postes à des adversaires bien choisis. Et surtout, on s'assure que les rouages de l'État, ils tournent bien en sa faveur. Prenons un exemple très concret. Un nouveau parti arrive au pouvoir. Il hérite d'une administration, d'une armée, qui était fidèle à l'ancien régime. S'il ne place pas très vite ses propres alliés au poste clé, ses décisions risquent tout simplement de rester lettre morte. Le favoritisme, dans ce cas, devient une sorte de mesure de protection. Alors, cette logique, elle s'applique de manière encore plus radicale quand on parle de corruption. D'ailleurs, la source fait une distinction très nette et la divise en deux catégories bien distinctes. Et cette distinction, elle est absolument cruciale. La corruption à l'intérieur du pays est vue comme un poison, quelque chose qui affaiblit la nation. Mais, quand cette même corruption est utilisée contre un autre État, elle change de nature. Elle devient une arme, un moyen d'étendre son influence, de mener une sorte de conquête silencieuse. Pour bien comprendre cette idée, il faut être précis sur les termes. D'abord, la fraude. C'est simple, c'est le fait de ne pas suivre les règles, de manière tout à fait délibérée. Ensuite, le vol. On le connaît tous, c'est s'approprier le bien de quelqu'un d'autre, que ce soit par la force ou par la ruse. Le détournement de fonds, c'est un peu plus spécifique. Ça consiste à prendre de l'argent qui était prévu pour une chose et de le rediriger vers un autre objectif. Et pour finir, on a la malversation. Là, il s'agit de cacher des fonds, de les placer ailleurs que dans les comptes officiels. Et c'est ce concept-là qui, selon cette source, est un outil politique absolument clé. Et voici le point vraiment crucial. Dans cette logique, la malversation, ce n'est pas pour l'enrichissement personnel. Non, c'est pour constituer un fonds secret, un trésor de guerre, comme c'est écrit, qui est essentiel pour mener le combat politique. L'idée, c'est que si toutes vos ressources financières sont connues de vos adversaires, ils peuvent vous affaiblir très facilement. La malversation permet donc de cacher ces ressources, de les mettre à l'abri, de les protéger. Passons au dernier outil stratégique analysé, le mensonge. De la simple omission jusqu'à la pure contre-vérité, il est présenté comme un instrument indispensable, en particulier en diplomatie. La source propose même une sorte de classification du mensonge par couleur. Le mensonge blanc, c'est juste une omission, on ne dit pas tout. Le gris, c'est un mélange assez habile de vrai et de faux. Et le noir, c'est l'inversion totale de la réalité. Et chacun de ces mensonges aurait son propre usage stratégique. La justification, elle est progressive, par palier. Si on admet qu'un individu puisse mentir pour survivre, ou qu'un parent mente pour préserver l'harmonie dans sa famille, alors pourquoi un diplomate ne pourrait-il pas mentir pour protéger les intérêts et la sécurité de toute une nation ? En fait, même la politesse en diplomatie est une forme de tromperie. Les communiqués de fin de négociation qui parlent d'échanges fructueux, alors qu'en coulisses c'était extrêmement tendu, c'est une façade. Une façade nécessaire pour ne pas couper les ponts. Alors, en conclusion, que faut-il retenir de tout ça ? Essentiellement que cette analyse nous invite à imaginer une éthique politique qui serait complètement déconnectée de la morale ordinaire. Dans cette optique, c'est l'efficacité qui prime sur la pureté morale. Un acte qui serait considéré comme un vice dans la vie de tous les jours peut devenir une vertu ou en tout cas un outil nécessaire une fois dans l'arène politique.
Au final, toute cette analyse nous laisse avec cette question, qui est fondamentale. L'objectif ici n'est pas de justifier ces actes, bien sûr, mais plutôt de décortiquer une certaine logique. Une logique où la fin, la conquête et la conservation du pouvoir semblent justifier des moyens que la morale, elle, réprouve. Une réflexion qui, évidemment, reste complètement ouverte.